Mon nom est Aïssatou Diallo. Ce nom, je le porte avec la même dignité que ma mère et ma grand-mère avant moi. Un nom sénégalais qui résonne dans les rues de Paris depuis plus de 40 ans. Je ne suis pas née en France, mais j'y ai construit ma vie, mes souvenirs, mes silences. Et c'est dans ce pays que j'ai appris une vérité cruelle. On peut partager une table pendant des années avec quelqu'un et découvrir un matin ordinaire qu'on ne se connaît pas du tout. Ce jour-là, dans le grand salon de la maison familiale à Neuilly-sur-Seine, ma belle-fille Sandrine a levé le doigt vers moi et a dit devant tout le monde « Vous êtes une menteuse, une manipulatrice, une voleuse déguisée en veuve respectable. » Les mots sont sortis de sa bouche comme des lames affûtées, précis, calculés, destinés à me découper en morceaux devant témoins. Il y avait là des cousins que je connaissais depuis 15 ans, des amis de la famille, le notaire Maître Blanchard, et même la voisine du 3e étage qui était venue par curiosité. Sandrine portait un tailleur gris impeccable, les cheveux tirés en arrière, le regard froid. Elle avait préparé son discours. Je l'ai compris à la façon dont elle respirait avant chaque phrase, comme une actrice avant d'entrer en scène. Elle a dit que je m'étais approchée de son père uniquement par intérêt, que j'avais profité de sa solitude après la mort de sa première épouse, que j'avais manipulé un vieil homme affaibli pour mettre la main sur l'héritage qui revenait de droit à ses enfants biologiques. Elle a parlé de documents disparus, de signatures suspectes, de transferts bancaires qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Elle a employé le mot fraude au moins 3 fois, le mot usurpatrice 4 fois. À un moment, elle a même utilisé l'expression immigré opportuniste. Et là, j'ai senti le silence devenir lourd dans la pièce. Personne n'a bougé. Personne n'a protesté. Ils attendaient ma réaction. Je suis restée assise, les mains posées sur mes genoux, le dos droit, le regard fixé sur la fenêtre qui donnait sur le jardin. Dehors, les roses que j'avais plantées il y a 12 ans étaient en pleine floraison, rouges et blanches. Elles sentaient bon, même de loin. Je me suis concentrée sur elles pour ne pas pleurer, pour ne pas crier, pour ne pas me lever et gifler cette femme qui osait salir la mémoire de l'homme que j'avais aimé. Si vous êtes là, c'est que cette histoire vous touche déjà. Peut-être parce que vous aussi, vous avez été jugé sans être entendu. Alors restez. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification parce que les histoires que je partage ici ne sont pas des contes. Ce sont des vérités. Des silences brisés, des dignités retrouvées. Sandrine a continué. Elle a raconté que j'avais insisté pour gérer les papiers de son père pendant sa maladie, que j'avais éloigné les enfants sous prétexte qu'il avait besoin de calme, que j'avais organisé des rendez-vous chez le notaire sans les prévenir. Tout cela était faux, chaque mot, chaque accusation. Mais elle les a lancés avec une telle assurance que j'ai vu des têtes hochées, des regards se tourner vers moi, des sourcils se froncer. La rumeur se construisait en direct. Et moi, je restais silencieuse, parce que j'avais appris, avec le temps, que le silence est parfois la seule arme des innocents. Quand on crie, on a l'air coupable. Quand on se défend trop vite, on a l'air désespéré. Alors je me suis tue. J'ai laissé Sandrine vider son sac. J'ai laissé les regards me transpercer. J'ai attendu. Mon mari, Philippe Moreau, était un homme discret. Un ingénieur à la retraite qui avait passé sa vie à construire des ponts, littéralement. Des ponts en acier, en béton, des ouvrages d'art qui reliaient des villes, des régions, des vies. Il disait souvent que bâtir un pont, ce n'est pas seulement une question de calcul. C'est une question de confiance. Il faut savoir où poser les fondations. Il faut anticiper les tempêtes. Il faut accepter que certains traverseront sans jamais dire merci. Je l'ai rencontré dans un café près de la gare du Nord. J'avais 52 ans. Lui, 68. Je venais de perdre mon emploi dans une maison de retraite à Montreuil. Lui venait de perdre sa femme après 40 ans de mariage. On était 2 naufragés assis à la même table par hasard. On a commencé à parler. De la pluie, du métro, du prix du café. Puis, au fil des semaines, on a parlé de la vie, de la solitude, de ce que ça fait de vieillir dans un monde qui ne vous regarde plus. On s'est mariés 2 ans plus tard. Une cérémonie simple à la mairie du 18e arrondissement. Sandrine n'était pas venue. Elle avait dit qu'elle avait un empêchement professionnel. Son frère Julien, lui, était là. Il m'avait serré la main en souriant, mais c'était un sourire froid. Le genre de sourire qui dit « je te surveille ». À l'époque, je n'y avais pas prêté attention. Je pensais que c'était normal, que les enfants avaient besoin de temps pour accepter une nouvelle présence dans la vie de leur père.
Philippe et moi, on a vécu 13 ans ensemble. 13 ans de calme, de thé le matin, de promenade au parc des Buttes-Chaumont, de lecture partagée le soir. Il aimait les romans policiers. Moi, les récits de voyage. On se lisait des passages à voix haute. On riait. On vieillissait ensemble, lentement, sans bruit. Quand il est tombé malade, j'ai tout fait pour qu'il reste à la maison. Je ne voulais pas qu'il finisse dans un hôpital impersonnel, entouré de machines et de blouses blanches. J'ai transformé notre chambre en chambre médicalisée. J'ai appris à gérer les traitements, les rendez-vous, les papiers administratifs. Sandrine et Julien venaient de temps en temps. Ils restaient 1 heure, 2 au maximum. Ils posèrent des questions sur l'état de santé de leur père, mais jamais sur lui, sur ce qu'il ressentait, sur ce dont il avait besoin. Il venait par devoir, pas par amour. Un soir, 3 mois avant sa mort, Philippe m'a demandé de monter au grenier. Il voulait que je récupère quelque chose. Une vieille caisse en bois sombre, a-t-il dit. Elle appartenait à mon grand-père. Elle est tout au fond, sous les cartons de livres. Ramène-la, s'il te plaît. J'ai obéi. Le grenier sentait la poussière et le bois vieilli. La caisse était effectivement là, cachée derrière des piles de magazines jaunis et des couvertures usées. Elle n'était pas lourde, mais elle avait l'air ancienne. Le bois était patiné, presque noir, avec des ferrures rouillées sur les côtés. Je l'ai posée sur le lit à côté de Philippe. Il l'a regardée longtemps sans rien dire. Puis il a dit « Tout est là-dedans, toute l'histoire de cette famille. Les actes de propriété, les testaments, les lettres, les preuves. Un jour, tu en auras besoin. Ne l'oublie pas. » Je n'ai pas compris tout de suite. Je pensais qu'il parlait de souvenirs, de nostalgie, de traces du passé que les vieux aiment garder près d'eux. Je n'imaginais pas que cette caisse deviendrait mon bouclier. Philippe est mort un mardi matin, juste avant l'aube. Il s'est éteint doucement, sans souffrir. J'étais à côté de lui. Je lui tenais la main. J'ai senti son dernier souffle comme un murmure. Sandrine et Julien sont arrivés 1 heure plus tard. Ils ont pleuré. Enfin, Julien a pleuré. Sandrine, elle, a posé des questions. Où sont les papiers? Qui a les clés du coffre? Qui gère les comptes? J'aurais dû comprendre à ce moment-là. Mais j'étais trop fatiguée, trop triste, trop seule. Les semaines suivantes ont été un brouillard. L'enterrement, les condoléances, les démarches administratives. Et puis, un jour, Sandrine a débarqué avec un avocat. Elle voulait faire un inventaire complet de la succession. Elle parlait de transparence, de légalité, de droit des héritiers. Elle ne me regardait plus dans les yeux. Elle me parlait comme à une étrangère. C'est là que les accusations ont commencé. Discrètement d'abord. Des remarques sur des retraits bancaires qu'elle trouvait suspects. Des questions sur des signatures qu'elle ne reconnaissait pas. Puis, de plus en plus fort, de plus en plus public. Jusqu'à cette réunion dans le salon, devant témoins, où elle a tout déballe. Quand elle a fini de parler, le notaire a toussé. Il a ajusté ses lunettes. Il a dit « Madame Moreau, avez-vous quelque chose à ajouter ?» J'ai levé les yeux vers lui. J'ai souri. Un sourire calme, presque doux. J'ai dit « Oui, j'aimerais qu'on monte au grenier. Il y a une caisse là-haut, une vieille caisse en bois. Elle appartenait au grand-père de Philippe. Je pense qu'il est temps de l'ouvrir. » Sandrine a froncé les sourcils. Elle a dit « Une caisse ? Quelle caisse ? Je n'ai jamais vu de caisse. » J'ai répondu « C'est normal. Ton père ne voulait pas que tout le monde sache ce qu'il y avait dedans. Mais maintenant, je pense que c'est nécessaire. » Le notaire a accepté. On est tous montés. Sandrine en tête, nerveuse, agitée. Moi derrière, lente, sereine. La caisse était toujours là, exactement où je l'avais laissée après la mort de Philippe. Je l'ai portée jusqu'au salon. Je l'ai posée sur la grande table, en chêne massif. Tout le monde s'est approché. Sandrine a dit « Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Ouvre-la si tu as quelque chose à montrer. » J'ai ouvert. À l'intérieur, il y avait des enveloppes jaunies, des papiers pliés avec soin, des photographies en noir et blanc, et surtout, un dossier épais relié par un ruban rouge. Je l'ai sorti. Je l'ai tendu au notaire. Il l'a ouvert. Il a commencé à lire. En silence, page après page. Son visage est passé de la neutralité à la surprise, puis à quelque chose qui ressemblait à du respect. Maître Blanchard a levé les yeux vers Sandrine. Il a dit « Madame Moreau, votre belle-mère dit la vérité. Ces documents sont authentiques. Ils datent de plusieurs années. Certains remontent même à l'époque de votre grand-père. Et il y a ici une reconnaissance officielle, signée par votre père devant notaire, intégrant Madame Diallo dans la succession familiale. »
C'est parfaitement légal et irrévocable. Le silence qui a suivi était épais, lourd, comme si l'air lui-même refusait de circuler. Sandrine a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Elle a regardé les papiers, puis moi, puis les papiers encore. Son visage est devenu blanc, puis rouge, puis blanc à nouveau. Julien, son frère, s'est approché de la table. Il a pris un des documents. Il l'a lu. Il a fermé les yeux. Il a dit tout bas, « Papa ne nous a jamais parlé de ça. » J'ai répondu calmement, « Parce que votre père savait que vous ne comprendriez pas. Il savait que vous verriez ça comme une trahison. Mais pour lui, c'était une question de justice, de reconnaissance, de respect pour la femme qui a partagé ces dernières années. » Sandrine a reculé d'un pas. Elle tremblait. Pas de froid, pas de peur, de rage. Une rage qu'elle ne pouvait plus exprimer parce que les mots lui manquaient. Tous ses arguments venaient de s'effondrer. Toute sa stratégie, toute sa mise en scène publique. Elle m'avait accusée devant témoins. Et maintenant, ces mêmes témoins voyaient la vérité. Certains détournaient déjà le regard. D'autres chuchotaient entre eux. La voisine du 3e étage a même quitté la pièce discrètement, comme si elle ne voulait pas être associée à ce moment de honte. Le notaire a continué à feuilleter le dossier. Il a sorti une lettre manuscrite, une lettre écrite par Philippe lui-même, quelques mois avant sa mort. Il a demandé s'il pouvait la lire à voix haute. J'ai hoché la tête. Il a commencé. « Mes enfants, si vous lisez cette lettre, c'est que je ne suis plus là. Je veux que vous sachiez que chaque décision que j'ai prise concernant ma succession a été réfléchie. Aïssatou n'est pas une étrangère. Elle est ma femme. Elle a été ma compagne, ma confidente, mon soutien pendant les années les plus difficiles de ma vie. Elle mérite d'être reconnue. Elle mérite d'être protégée. Si vous l'aimez comme je vous ai aimé, vous respecterez ce choix. » La voix du notaire s'est brisée légèrement sur les derniers mots. Il a replié la lettre. Il l'a remise dans le dossier. Sandrine a dit d'une voix faible, presque inaudible, « Je ne savais pas. Je pensais que... J'ai coupé. Tu pensais que j'étais une profiteuse, que j'avais manipulé ton père, que j'étais venue de nulle part pour voler ce qui t'appartenait. Tu l'as dit devant tout le monde. Tu m'as sali, tu m'as humilié, et tu ne m'as jamais, pas une seule fois, posé la question directement. » Elle a baissé les yeux. Julien aussi. Les cousins présents dans la pièce se sont mis à partir un par un, sans un mot, sans un regard. En quelques minutes, il ne restait plus que nous quatre. Sandrine, Julien, le notaire et moi. Le salon qui était plein de monde quelques instants plus tôt semblait maintenant immense et vide. Maître Blanchard a refermé le dossier. Il a dit « Je vais enregistrer ces documents officiellement. Madame Diallo, vous n'avez rien à craindre. Tout est en ordre. » Puis il s'est tourné vers Sandrine. « Quant à vous, Madame Moreau, je vous conseille de réfléchir avant de lancer de telles accusations à l'avenir. La diffamation peut avoir des conséquences juridiques graves. » Il est parti. Sandrine et Julien sont restés figés près de la table. J'ai ramassé les papiers. Je les ai rangés dans la caisse. J'ai refermé le couvercle. J'ai dit « Votre père vous aimait, mais il était déçu. Déçu de voir que vous ne veniez que pour vérifier ce qu'il possédait. Jamais pour savoir comment il allait. Jamais pour partager un repas. Jamais pour simplement être là. Il me l'a dit plusieurs fois. Il espérait que vous changeriez, que vous comprendriez. Mais vous n'avez pas changé. » Sandrine a levé la tête. Elle avait les yeux rouges. Elle a murmuré « Je voulais juste protéger notre héritage. » J'ai souri tristement. L'héritage de votre père, ce n'était pas l'argent. C'était son nom, sa dignité, son respect pour les autres. Et ça, vous l'avez perdu aujourd'hui. Je suis montée au grenier avec la caisse. Je l'ai remise à sa place. Puis je suis redescendue. Sandrine et Julien étaient partis. La maison était silencieuse. J'ai préparé du thé. Je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre, celui où Philippe s'installait tous les soirs pour lire. J'ai regardé les roses dans le jardin. Elles étaient toujours là, belles, calmes, indifférentes au drame qui venait de se jouer. Les jours suivants, personne ne m'a contacté. Ni Sandrine, ni Julien, ni les cousins, ni les amis de la famille. Le silence était total. Puis, 3 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre manuscrite de Sandrine. Elle s'excusait. Elle disait qu'elle avait agi sous le coup de la colère et de la peur, qu'elle avait eu tort de m'accuser publiquement, qu'elle espérait qu'un jour, je pourrais lui pardonner. J'ai relu cette lettre plusieurs fois. Je l'ai posée sur la table. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je voulais la punir,
mais parce que certaines blessures ne se guérissent pas avec des mots écrits à la hâte. Certaines douleurs ont besoin de temps, de silence, de distance. Julien, lui, est venu me voir 1 mois plus tard. Il a sonné à la porte un samedi après-midi. J'ai hésité avant d'ouvrir. Quand j'ai vu son visage, j'ai compris qu'il n'était pas venu pour s'expliquer ou se justifier. Il était venu pour comprendre. On s'est assis dans le salon. Il a dit « Parlez-moi de mon père, de ces derniers mois, de ce qu'il ressentait, de ce qu'il disait. » Alors j'ai parlé. Je lui ai raconté les matins où Philippe se réveillait en pleurant parce qu'il avait rêvé de sa première femme. Les après-midi où il restait des heures devant la fenêtre, en attendant un coup de fil de ses enfants. Les soirs où il me demandait si j'étais heureuse avec lui, si je ne regrettais pas d'avoir lié ma vie à celle d'un vieil homme malade. Je lui ai raconté les petites choses, les vraies choses, celles qu'on ne voit pas quand on ne vit pas avec quelqu'un. Julien a pleuré. Pas beaucoup, juste assez pour que je comprenne qu'il avait entendu, qu'il avait compris, qu'il regrettait. En partant, il m'a serré dans ses bras. Il a dit « Merci d'avoir été là pour lui, merci d'avoir été celle que nous n'avons pas su être. » Sandrine, elle, n'est jamais revenue. Je l'ai croisée une fois, 6 mois plus tard, au marché de Neuilly. Elle m'a vue, j'ai vu qu'elle m'avait vue, mais elle a détourné le regard. Elle a continué son chemin. Et moi aussi. Aujourd'hui, je vis toujours dans cette maison. La maison que Philippe et moi avons partagée. Les roses continuent de fleurir chaque année. Les pièces sentent encore son parfum, celui de son après-rasage, celui de ses livres, celui de ses habitudes. Je ne me sens pas seule. Je me sens accompagnée par les souvenirs, par les silences, par cette dignité que personne ne peut me retirer. La vieille caisse en bois est toujours au grenier. Je ne l'ai pas rouverte depuis ce jour. Je n'en ai pas eu besoin. Mais elle est là, comme une sentinelle. Comme une preuve que la vérité finit toujours par émerger, même quand elle est enfouie sous des années de poussière et d'oubli. Parfois, le soir, quand je bois mon thé près de la fenêtre, je pense à Sandrine. Je me demande si elle pense à moi, si elle regrette vraiment, si elle a compris que l'héritage le plus précieux qu'on puisse recevoir, ce n'est pas l'argent ou les biens matériels. C'est le respect, la confiance, l'amour qui ne calcule pas. Philippe me l'avait dit un jour, les gens confondent toujours la valeur et le prix. Ils croient que ce qui coûte cher a de la valeur. Mais la vraie valeur, c'est ce qui reste quand tout le reste disparaît. C'est la façon dont on traite les autres. C'est la trace qu'on laisse dans leur cœur. Cette phrase, je la porte en moi comme un talisman. Elle m'accompagne dans mes journées. Elle me rappelle pourquoi je suis restée digne ce jour-là, dans ce salon, devant tous ces regards accusateurs. Parce que la dignité ne se perd jamais quand on refuse de la vendre. Je ne sais pas ce que Sandrine a fait de sa vie après cette histoire. Je ne sais pas si elle a réussi à reconstruire quelque chose avec son frère. Je ne sais pas si elle pense encore à son père. Tout ce que je sais, c'est que moi, je pense à lui tous les jours. Pas avec tristesse, avec gratitude. Pour les 13 années que nous avons vécues ensemble. Pour les rires, pour les silences. Pour cette caisse qu'il m'a laissée en héritage, sachant qu'un jour, j'en aurais besoin. Les gens me demandent parfois si j'ai pardonné à Sandrine. Je leur réponds toujours la même chose. Le pardon n'est pas un cadeau qu'on offre à celui qui nous a blessés. C'est une libération qu'on s'offre à soi-même. Et moi, je me suis déjà libérée. Le jour où j'ai ouvert cette caisse. Le jour où la vérité a parlé plus fort que les accusations. Le jour où j'ai compris que je n'avais plus rien à prouver. Aujourd'hui, quand je marche dans les rues de Neuilly, je ne baisse plus les yeux. Je ne cherche plus à éviter les regards. Je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux. Je sais que Philippe m'a choisi. Pas par faiblesse, pas par manipulation, mais par amour, par reconnaissance, par respect. Et cela, personne ne pourra jamais me l'enlever. Cette histoire, je la raconte aujourd'hui non pas pour me venger, non pas pour exposer Sandrine, mais pour rappeler à tous ceux qui m'écoutent qu'il faut toujours chercher la vérité avant de juger, qu'il faut toujours écouter avant d'accuser, qu'il faut toujours respecter avant de salir. Parce que les mots ont un pouvoir terrible. Ils peuvent détruire une réputation en quelques secondes. Ils peuvent briser un cœur en une phrase. Ils peuvent transformer une vie en enfer en quelques accusations bien placées. Mais la vérité aussi a un pouvoir plus lent, plus silencieux, mais infiniment plus fort. La vérité ne crie pas, elle ne se défend pas. Elle attend, elle patiente. Et quand son heure arrive, elle éclate avec une force que rien ne peut arrêter. Ce jour-là, dans ce salon, j'ai laissé la vérité parler pour moi.
Je n'ai pas eu besoin de hausser le ton. Je n'ai pas eu besoin de pleurer. Je n'ai pas eu besoin de supplier. J'ai juste ouvert une caisse. Et tout le reste s'est effondré. Voilà pourquoi je raconte cette histoire. Pour que vous sachiez que, même dans les moments les plus sombres, même quand tout le monde vous accuse, même quand personne ne vous croit, la vérité existe quelque part. Peut-être dans une caisse au grenier, peut-être dans un document oublié, peut-être dans une lettre manuscrite, mais elle existe et elle attend son heure. Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné en vous, si vous aussi vous avez été jugé sans être entendu, écrivez simplement justice dans les commentaires. Ce mot simple, ce mot puissant, ce mot qui dit que vous comprenez, que vous savez, que vous aussi, vous croyez en la dignité silencieuse. Et si vous voulez entendre d'autres histoires comme celle-ci, d'autres récits de vérité retrouvée, de silence brisé, de dignité restaurée, restez ici. Parce que chaque histoire que je partage est une leçon. Une preuve que même dans l'injustice, même dans l'humiliation, même dans l'abandon, on peut rester debout. Moi, Aïssatou Diallo, je suis toujours debout. Et je le resterai jusqu'à mon dernier souffle.